Voici un robot capable de grandir jusqu'à des centaines de fois sa taille, et rien ne peut l'arrêter, ni la colle, ni des clous. Même s'il a l'air un peu simple et pas cher, il pourrait avoir des dizaines d'applications possibles et peut-être même sauver votre vie un jour. J'ai déjà fait une vidéo sur un robot à armature souple, et c'est aussi un robot souple mais très différent dans son fonctionnement et ce qu'il peut faire. Ces robots peuvent être fabriqués à partir de presque n'importe quel matériau, mais ils suivent tous le même principe de base. Propulsés par de l'air comprimé, ils se déploient depuis leur extrémité. Cela permet aux robots de passer à travers des espaces étroits et aussi sur des surfaces collantes. Une voiture resterait bloquée dessus. Les roues se retrouvent coincées. Mais si je fais la même chose avec le robot Vine, tu vois qu'il peut continuer à s'allonger. Il arrive à naviguer facilement dans un passage sinueux et tordu, ce qui laisse entrevoir certaines de ses applications. Tu pourrais penser que des pointes suffiraient à venir à bout d'un robot gonflable. Mais même s'il est percé, tant que vous avez une pression d'air suffisante, le robot continue d'avancer. Et vous pourriez même l'entendre. En fait, il y a une fuite maintenant, donc je vais devoir augmenter la pression. Une fois équipé d'une direction, d'une caméra, de capteurs et d'une intelligence pour le guider, cet objet peut être considéré comme un robot. C'est en quelque sorte l'épine dorsale du robot, c'est ça qui nous permet de construire notre type de robot. D'où vient l'idée de cet appareil? J'avais une plante grimpante dans mon bureau posée sur une étagère, un peu à l'ombre. Et au bout d'un an à peu près, elle a lentement fait pousser une tige qui a contourné l'étagère pour aller chercher la lumière. J'ai trouvé ce qu'elle a fait plutôt cool. Ça m'a fait réfléchir. Serait-il possible de faire ça de façon robotique? Et la solution est d'une élégance toute simple. Il suffit de prendre un tube hermétique et de le replier sur lui-même. C'est un peu comme ces jouets remplis d'eau glissants qu'on a du mal à tenir en main. Lorsqu'on le gonfle à l'air comprimé, il commence à s'allonger depuis son extrémité. Et si vous voulez que le tube se plie toujours à un certain endroit, vous pouvez simplement coller le tube à l'extérieur pour raccourcir l'un des côtés. Par exemple, vous pourriez le coller en forme de spirale pour créer une antenne déployable. Et pour les faire se rétracter? Oui, ça c'est un vrai défi. Quand vous êtes dans un environnement confiné, tout ce que vous avez vraiment à faire est de tirer sur, nous l'appelons la queue, donc le matériel qui passe à l'intérieur du corps. Tu tires dessus et ça dégrossit le robot. Il rentre littéralement à l'intérieur de lui-même. Mais si tu es dans un grand espace ouvert comme ici et que tu tires, au lieu de s'inverser et se rétracter, il a tendance à se replier n'importe comment et faire une forme toute moche. Et les ingénieurs ont trouvé des moyens de rétracter le tube pour l'empêcher de se déformer en utilisant des rouleaux internes. Mais le tube n'a pas besoin d'avoir un diamètre constant. Ici, une section est en fait beaucoup plus large. C'est un peu comme un coussin qu'on aurait emballé à l'extrémité du robot. Oui, vous pourriez vous asseoir en tailleur dessus, en tailleur sur la table. Ça a pas l'air super fiable tout ça. Donc ça pousse sous la table, comme d'habitude, et puis à un moment, la partie coussin commence à se gonfler. C'est pas risqué ça, ou ça va? Il peut carrément me soulever. Bon, mon équilibre n'est pas génial, comme vous pouvez le voir. Essaye de te mettre debout dessus. Debout? Vraiment? Il est étonnant que cela ne requiert qu'une pression légèrement supérieure à la pression atmosphérique. Avec seulement un dixième d'atmosphère appliqué sur une surface d'1 mètre carré, on peut soulever quelque chose de 1000 kilos, tout en restant hyper souple. Waouh, c'était génial! C'est le paradoxe de la pression. Vous pouvez obtenir une grande force globale avec une faible pression tant que la surface est suffisamment grande. Et ce coussin-là, il fait quelle surface environ? Environ 600 pouces carrés, non? Avec un livre par pouce carré, c'est 272 kg. Avec 2 livres par pouce carré, c'est 544 kg. Et tout le temps, il garde cette texture souple? Oui, car il y a quelques livres par pouce carré. C'est important que ça reste souple pour ne blesser personne. On peut concevoir ces robots avec des sections de taille différentes le long du corps. Du coup, un robot tout petit pourrait entrer dans un bâtiment effondré et soulever un gros objet qui bloque une personne coincée ou intervenir dans une voiture accidentée, par exemple.
ça peut appliquer des forces énormes avec des matériaux très légers, très souples et vraiment pas chers. Ces robots peuvent également être déployés dans des opérations de recherche et de sauvetage en attachant des capteurs comme une caméra à l'avant. Ces robots sont en réalité très difficiles à arrêter. Vous pouvez donc les prendre, les faire grandir dans un encombrement, potentiellement un bâtiment effondré ou quelque chose du genre, et ils continueront à avancer. Et en plus, ils sont tellement peu chers. Franchement, c'est quasiment gratuit. Vous pourriez faire pousser une centaine d'entre eux, disons, dans un bâtiment effondré avec des capteurs sur eux, et peut-être que seulement l'un d'entre eux trouve quelqu'un, mais on va dire que c'est déjà un énorme succès, si c'est le cas. Mais comment tu gardes une caméra fixée à l'avant, alors que le robot pousse depuis l'intérieur? Une solution, c'est d'utiliser un capuchon à l'extrémité qui maintient la caméra en place pendant que le robot la pousse. Mais il y a d'autres façons de faire. Une petite caméra sans fil est montée sur une structure externe, qui s'imbrique dans une structure interne, elle-même située dans la partie pressurisée du robot. C'est un peu comme les roues d'une montagne russe qui circulent sur les rails. Ainsi, la caméra ne tombe pas quand le robot grandit. Ce qui est vraiment intéressant, c'est comment le robot Vane peut être dirigé activement. Ils ajoutent des muscles artificiels au robot. Donc, la façon dont ces muscles fonctionnent est que si vous les gonflez, ils se dilatent latéralement, ce qui entraîne une contraction en longueur. On ne les utilise plus beaucoup, car même s'ils sont souples, ils restent quand même un peu rigides. Donc, à la place, on utilise simplement des tubes en nylon ripstop avec le tissage orienté à 45 degrés. Ainsi, nous n'avons qu'une unique couche de tissu imperméable à l'air. Voici le corps principal du robot, avec 3 muscles pneumatiques qui y sont connectés. Ces 3 muscles sont reliés à leur propre alimentation en air via des régulateurs. Au fur et à mesure que le robot s'allonge depuis l'extrémité, on peut le diriger en raccourcissant ou allongeant les côtés. Tu sais, comme fonctionne ta main, si je raccourcis ce tendon dans mon bras, ma main va se déplacer dans ce sens. Si je raccourcis un côté, l'autre bougera. Notre robot Vane a ses muscles le long de ses côtés. Ainsi, quand il se gonfle, ils le font tourner dans un sens. Si je le gonfle de l'autre côté, il tournera dans la direction opposée. C'est pourquoi le robot Vane peut traverser des espaces restreints. Il ne reste généralement pas coincé et n'est pas gêné par les objets pointus. Et une fois que tu as fixé cette caméra à l'avant, il est idéal pour des applications comme l'archéologie. Le robot a même été emmené au Pérou pour explorer des puits très étroits. Nous examinions donc ce site archéologique qui a été construit quelque part entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ dans les montagnes des Andes au Pérou. Et c'était un ancien temple qui avait tous ces espaces souterrains. Et une partie de ce que faisaient les archéologues était d'essayer de comprendre à quoi servaient ces espaces et ce que les personnes qui les ont construits essayaient d'en faire. Une partie de ça était inconnue, mais il y avait ces grandes salles qu'ils appelaient des galeries et des petits conduits ou tunnels qui étaient des ramifications de ces salles. Et ils voulaient savoir où menaient ces conduits, mais ils étaient trop étroits pour qu'une personne puisse y entrer. Nous avons donc réussi à utiliser le robot Vane pour explorer 3 des tunnels qui n'auraient pas pu être vus par d'autres moyens, ce qui était super excitant. Et nous avons obtenu une vidéo de l'intérieur des tunnels que nous avons transmise à l'équipe d'archéologie. Et il y a une application où je me dis que cette solution est tellement évidente, je me demande pourquoi ça n'existait pas avant. L'intubation est littéralement le processus de mise en place d'un tube dans un patient. Le but est de respirer à la place du patient quand celui-ci ne respire pas. Traditionnellement, un professionnel de la santé hautement qualifié utiliserait son laryngoscope pour surplomber le patient. Une fois qu'il voit la trachée, il commence à introduire son tube à l'intérieur. Je suis presque là, je peux voir la lumière. Donc si tu peux voir en ce moment, je viens de l'insérer dans la trachée, juste là, et ça m'a pris quelques minutes. Et j'étais vraiment en train de forcer sur ce patient. Quand quelqu'un ne respire pas, chaque seconde compte. Mais en utilisant une version miniature de ce robot Vane, les chercheurs espèrent rendre l'intubation plus rapide et plus sûre. Tu sais, quelqu'un comme moi, sans formation, pourrait insérer ce dispositif assez facilement. Il suffit de viser vers le nez, et voilà, si tu peux voir, nous avons déjà intubé. Et ça n'a demandé qu'un peu de pressurisation. Comme ça. Ça ressemble presque à une sorte de gadget de fête.
Oui, exactement. Ça me rappelle vraiment ces structures gonflables, un peu comme du Play-Doh qu'on voit sur les parkings de concessionnaires. Comment sait-il se diriger dans le bon tube? Oui, c'est l'une des choses intéressantes avec la robotique souple. Le robot est très flexible. On le voit dans beaucoup de ses démonstrations. Il peut se tordre, se plier, et donc, comment nous l'avons conçu, c'est que le robot principal descend dans l'œsophage, puis nous avons une branche latérale qui va vers la trachée. C'est assez flexible et ça trouve essentiellement l'ouverture. C'est un bel exemple d'intelligence passive, ce que certains appellent l'intelligence mécanique, où il peut trouver son chemin même si nous ne connaissons pas exactement la forme à l'avance. Avez-vous déjà essayé cela sur une vraie personne? Pas sur une vraie personne, mais nous avons essayé ça dans un laboratoire de cadavres. Et nous avons montré que nous pouvons passer de cette version idéale à une situation réelle et intuber avec succès un patient. Il y a une autre application qui consiste à l'enfoncer dans le sable ou le sol. Lorsque vous soufflez de l'air comprimé dans quelque chose comme du sable, il se fluidifie. Il devient comme un liquide et cela peut permettre au robot Vine de se développer dans des matériaux granulaires comme le sable. Si vous êtes déjà allé à la plage et que vous essayez de planter, par exemple, le poteau de votre parasol dans le sol, c'est assez difficile. Je vais tenter d'enfoncer cette sonde dans le sable, sans fluidisation. Ouais, on dirait qu'elle est coincée là-dedans. Alors maintenant, je vais allumer l'air. Oh oui! Tu peux le sentir immédiatement. Oh wow! Ouais, ça fait beaucoup. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'en gros, on souffle un jet d'air à l'avant du robot, ce qui permet d'ameublir le sable suffisamment pour que la force soit réduite, de sorte que le robot, juste par extension de la pointe, puisse progresser. Cela rend les robots Vine une option attrayante pour l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace lorsqu'ils cherchent des moyens d'étudier les surfaces d'autres planètes. Un robot fouisseur s'est récemment coincé lors d'une mission sur Mars. Pourriez-vous faire mieux, en gros, avec ça? Oui, c'est une bonne question. Pour la mission Mars Insight, ils ont cette sonde thermique. L'idée était de pouvoir en quelque sorte se frayer un chemin jusqu'au noyau puis placer un capteur qui pourrait détecter la température de Mars. Cependant, le problème auquel ils ont été confrontés est que le matériel dans lequel ils l'ont mis était plus cohésif qu'ils ne l'avaient prévu. À l'intérieur du robot, quelque chose se repliait, et puis le martelait, se repliant et le martelant encore. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas assez de friction entre la sonde et le sable. Donc ce qui se passait vraiment, c'est qu'elle remontait, martelait, donc elle n'allait jamais vraiment nulle part. L'avantage d'une extension de pointe est que vous commencez à la surface avec votre base, puis vous continuez simplement à vous enfoncer vers le bas. Vous ne comptez pas nécessairement sur l'interaction avec ce qui l'entoure pour le faire fonctionner. Ce qui m'étonne avec les robots Vine, c'est comment une plante a inspiré ce design simple et élégant. C'est tellement facile, en fait, que tu pourrais en construire un toi-même en moins d'1 minute. Il existe des instructions en ligne que je vais lier. Mais de ce design de base sont nés une grande variété de robots, avec différentes applications allant de l'archéologie à la recherche et au sauvetage, ou encore de l'intubation à l'exploration spatiale. Et à quoi d'autre pouvez-vous penser pour l'utiliser?